Voilà. Merci. Donc j'appelle immédiatement Marie-Pierre Schmitt qui va vous présenter les différentes keynotes. On n'a pas été trop long, ça a été? Bon. Merci, bonne journée. Bonjour à tous. C'est un peu difficile d'intervenir après ce thème important qu'on vient d'entendre, mais je vais essayer. Je voulais d'abord remercier Franck Prime de m'avoir donné la chance de prendre la parole aujourd'hui sur un thème qui nous tient à cœur, tous, avoir votre présence aujourd'hui ici, le luxe et le digital. Je rappelle qu'on a souhaité prendre le luxe dans toutes ses acceptions. J'aime citer la phrase de Maureen Chiquet, CEO de Chanel, qui dit que pour elle, le luxe n'a pas de sens logique. Donc je m'attacherai à cette définition pour lancer cette journée. Donc merci à tous d'être là. Votre présence était importante pour nous parce que ce qui est fondamental, c'est le partage des expériences, le partage des réflexions, le partage de ce que sera le schéma d'avenir de ce couple luxe et digital. Je suis de ceux qui croient en cette convergence inéluctable. D'autres partagent des partis différents et c'est ce qui nous importe aujourd'hui. Donc l'intérêt de cette réunion, selon nous, j'oubliais quand même également de remercier toutes nos équipes, Stéphanie Mézin qui a beaucoup œuvré à tout cela, mais vous les verrez passer tout au long de la journée. Donc ce qui était important pour nous aujourd'hui, c'est d'aborder ce thème sous un angle assez différent, qui était de croiser l'ensemble des disciplines en partant des neurosciences, en croisant les marques, l'expérience digitale et également les experts en communication. Et on a essayé de réunir autour de cette journée l'ensemble des participants de la keynote numéro 1, 2, 3, 4 et 5 à travers le Saint-Martin's College. Michel Gutten, qui a fait le luxe, nos intervenants du Nielsen Group, Laurence Besançon et le Dr Jan Layton, qui interviendra, et puis également des communicants. Donc je vous remercie infiniment d'être là. Je vais passer la parole pour m'assister tout au long de cette réunion à deux animateurs que sont Daniel Licata, journaliste de l'Expansion, et à l'étudiant aujourd'hui, ainsi que Denis Jacquet, qui préside Parrainer la croissance et qui a créé l'accélérateur de croissance, qui est lui-même entrepreneur. Pourquoi nous les avons choisis? Parce que leur regard candide sur ce thème du luxe et du digital nous paraissait essentiel pour aborder toutes ces notions transversales. Il était impossible d'aborder à travers un spécialiste particulier le thème des neurosciences, du luxe, du digital et les croiser. Donc je leur transmets tout de suite la parole. J'interviendrai moi dans la keynote numéro 5 sur le collaboratif. Bonjour Denis, bonjour à vous tous. Bonjour à tous. Bon, c'est très difficile de démarrer le matin, vous le savez, hein, vous êtes assis dans ce siège et grosso modo on est sorti du lit à 2 heures et on se replonge dans un siège qui vous invite plutôt à la somnolence et il faut écouter des gens. Bon, mais en même temps vous êtes venus pour ça. Donc on va vous proposer ça un petit peu ce matin et cet après-midi. Donc je vous présente Daniel, elle est facile à reconnaître, elle fait 20 cm de plus que moi. Et je vous présente Denis, il est facile à reconnaître parce qu'il fait 20 cm de moins que moi. Voilà. Et facilement, être triche aussi un petit peu, mais j'ai pas fini ma croissance, donc je renonce pas. Et puis j'ai les chaussures rouges, c'est facile. Donc pour nous distinguer, c'est pas très compliqué. Alors, ce matin, on s'est tous posé un petit peu la question, pour aider Marie-Pierre, pour rejoindre Franck sur cet événement. Et du coup, moi, je m'étais jamais posé aucune question sur le luxe, donc c'était l'occasion de s'en poser un certain nombre. Et finalement, en réfléchissant, alors je regardais un petit peu hier soir d'où vous veniez, qui vous étiez. Je suis tous allé voir votre profil sur Internet, tous les participants, je connais à peu près toute votre vie, c'est l'avantage des réseaux sociaux. Mais surtout, ce qui est important, c'est que c'est des questions qu'on ne se pose pas. C'est-à-dire que finalement, pour des gens alors, comme moi, alors si on peut enlever mon profil, parce qu'au bout d'un moment, ça devient gênant. Voilà, c'est très bien. Ce qui est très important, c'est que le luxe, pour moi, en réalité, c'est une question d'évolution dans la vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le luxe, c'est quoi ? Si on prend la journée d'aujourd'hui, on pourrait se dire que le vrai luxe, ça serait de respirer un air non pollué. Ça pourrait être un luxe relativement intéressant. Pour nous qui avons fait les pigeons, notamment il y a 2 ans et demi, dont vous aviez peut-être entendu parler, le luxe, c'est peut-être d'avoir une classe politique intelligente. Ça serait un grand luxe, dans ce pays notamment, mais dans d'autres aussi, mais dans le nôtre particulièrement corsé. Et puis, l'autre typologie de luxe aussi, c'est la liberté. Et je pense que ce dont on va parler aujourd'hui, c'est le fait que le digital risque de changer la vision du luxe parce qu'il donne un côté transversal, collaboratif, avec une décision qui devient de plus en plus collective et non pas des codes imposés par une société, imposés par du marketing, imposés par un certain nombre de marques
dont on est fier de les avoir en France, qui sont anciennes, etc., mais qui ont imposé un petit peu ce que pouvait être le luxe selon leur définition, et puis tout un tas de nouveaux pays, de nouveaux acteurs qui vont arriver, être perturbés, être disruptifs, qui vont changer les codes et qui vont s'emparer aussi d'une jeunesse qui obéit pas du tout au même code que nous, qui va commencer à faire son choix avec son picking, comme diraient les anglo-saxons, et qui va recomposer sa notion du luxe en se disant que finalement, et on le dira cet après-midi, porter une montre d'un grand fabricant avec un jean de H&M, c'est quelque chose qui sera le luxe ultime. Et donc c'est ça qu'on va voir un petit peu aujourd'hui, c'est-à-dire en quoi ce digital peut ou non, parce que le digital, on le met à toutes les sauces, il est censé révolutionner la planète. C'est certain qu'il est en train de le faire, mais on va voir comment il va le faire. C'est surtout ça qui va être intéressant. Mais c'est vrai que moi, je me suis posé la question pour moi. Je ne sais pas si Daniel se l'est posé, mais si, mais je vais intervenir après toi, après ton long discours. C'est l'avantage de 20 cm. C'est que finalement, le seul luxe qui vaille véritablement, c'est celui de décider. Et c'est vrai que pour un entrepreneur, et je finirai par ça, qui a passé sa vie à essayer d'échapper au code, aux hiérarchies, aux cases, à tout ce que la société veut nous imposer, nous impose un petit peu tous les jours. Le vrai luxe, c'est le choix. C'est la liberté. Et finalement, moi, j'ai pas envie de vivre le luxe, en tout cas dans cette journée, comme un service militaire. C'est un truc obligatoire dans lequel il faut passer, dans lequel les marqueurs de la société, les marqueurs du marketing m'ont dit que si je passe dans cette échelle de rémunération, je vais pouvoir acheter les biens qui m'étaient jusqu'ici inaccessibles. Ça, véritablement, pour moi, ça serait une nouvelle forme de service militaire obligatoire et ça serait quelque chose d'insupportable. Or, et néanmoins c'est très respectable, c'est le job des équipes marketing de donner envie aux gens de consommer ces produits. Mais le dernier luxe, et là c'est vraiment ma conclusion, ça serait plutôt ce que je vais vous montrer, qui m'est assez cher, parce que finalement c'est une définition aussi du luxe à la française. On est connu comme ça, on est connu pour ça, on est reconnu pour ça, et je crois qu'on l'a un peu oublié. Moi, ce que j'ai envie, quand demain j'achète un costume hors de prix, c'est que j'ai envie qu'il ait été fait en France. Parce que finalement, si c'est du savoir-faire à la française et du rêve à la française qu'on vend, je suis pas Montebourg, je vous rassure, mais c'est effectivement qu'il y a... Et donc du coup, il y a un garçon que j'aime beaucoup, alors je vais pas faire mon striptease ce matin, mais quand même un petit peu. Je vais t'aider. Voilà. Qui s'appelle Gilles Attaf, qui est le dernier vrai fabricant de costumes français en France, qui s'appelle Smuggler, et qui nous a fait ça il y a quelque temps. Et je trouvais que finalement, avoir 100% fait en France, et en l'occurrence à Limoges, pour moi, ça, c'est vraiment du luxe. Merci beaucoup. Alors là, ma définition à moi, elle est largement plus courte. Après un discours d'un quart d'heure, d'un CV qui fait 6 pages, moi je dirais que le vrai luxe, c'est le silence. Et je suis pas la seule à partager cette définition, comme vous pourrez l'entendre tout à l'heure. Voilà, on va démarrer. Oui, allez. Donc j'appelle Christina Bramstorp qui va nous rejoindre sur scène sous vos applaudissements effrénés, vos sifflets, vos cris, vos vêtements jetés sur la scène. Michel Gutten. Michel Gutten, donc président de l'Institut supérieur du marketing et vice-président du comité des Champs-Élysées. Asseyez-vous, je vous en prie, prenez place où vous le souhaitez. Asseyez-vous You sur can les... take a seat wherever you want. Voilà. Michel qui est un petit peu chez lui, puisque finalement il vice-préside le comité des Champs-Élysées, donc il est dans sa rue. Voilà. On est chez lui. Georges Léwy, que je vais appeler sur scène, spécialiste, comme vous le voyez, du storytelling et de la mythologie contemporaine. Et enfin... Anne Vogt-Bordure, qui est en fait fondatrice de France Dress Code et qui est qui nage dans le luxe depuis bien longtemps, n'est-ce pas? Merci d'être là, merci d'avoir répondu à notre invitation et ensemble on va pouvoir démarrer la première keynote qui est qui va pas tarder à être. Qui va pas tarder à être. Donc, cohésion ou disruption, comment définir le luxe et le digital. Alors, vous avez compris qu'en fait, on va s'attarder sur votre propre définition du luxe. Mais avant tout, j'avais envie de partager une réflexion avec toi, Denis. Je ne parle plus jusqu'à ce soir. Voilà. Ah bah, écoute, fais un effort jusqu'à ce soir et après, on ne se parle plus pendant un an. Ok. J'avais envie de partager cette réflexion. Comme tu disais, nous, on n'est pas du milieu et c'était intéressant de s'y plonger. Le luxe, pour nous, pour moi, le luxe, c'est la rareté, c'est le secret. Le luxe, c'est aussi la valeur, mais pas par son prix.
et puis c'est l'immortalité. Puis d'un autre côté, le digital, c'est quoi? Ben, c'est tout l'inverse, deux contraires qui s'attirent. Et c'est bien pour ça, c'est bien de ça dont il s'agit aujourd'hui, deux contraires qui s'attirent, puisque le web, ben, c'est tout, c'est la transparence, c'est le temple des bonnes affaires, c'est la valeur par le prix et uniquement par son prix, et donc deux mondes qui s'affrontent. Et la question est de savoir est-ce que est en train ou est-ce que c'est déjà formé un espèce de couple mythique. A priori, oui. Et la vraie question est se demander si ce couple va durer, perdurer et construire quelque chose de solide. Qu'est-ce que tu en penses? On y va? J'en pense que du bien. Alors, on y va, Alors, effectivement. on y va. Oui. Christina, Okay. your first one. I don't know, do you want to speak in English or in French? Yes. Okay, I prefer English. to speak. Okay. Is it okay for you? Yeah. Yeah. Yes, Je you comprends can. français, Okay. je parle français, mais je préfère, quand je parle Ok. de mon profession, je préfère de parler anglais. Et j'espère que ça va. Bon, Vous avez un petit film. You've got a film. oui, j'espère que la Should be technique here. va bien fonctionner. Yeah. Okay, so this keynote is about definition as far as I have got it, and I will actually link immediately to the contradiction between luxury and the digital. And so the story begins. So my name is luxury. And, you know, I see no borders. So wherever I go, I'm recognized. But the strange thing is that when I travel the globe, I don't look the same. I am perceived differently in different parts of the world. But wherever I go, I am desired. And I have also recognized that if I become part of a crowd, people don't see me anymore. It's like they look beyond. And this is quite frustrating. And another thing which is also a bit different from, you know, what happened to people normally is that if people can't get in touch with me, they are not annoyed. They try over and over again. And once they come in contact with me, they become quite possessive. And so I have decided that I have to keep my allure. And I have to carry a thin veil. Because if I don't, if I share with a lot of people, it's like I lose something. And so we have to go on to the digital. Yes, the digital sees no borders either. And this is how luxury and digital met. But the difference is that the digital is very predictable. It's very accessible. And when it comes to being everywhere, this is the mission of digital, is to be everywhere at every time. And there's also a big difference between the digital and luxury is that if you can't get in contact with digital, people get very annoyed. The role of the digital is to be very easily accessible. So, luxury says, you know, I don't like to go out very often. And digital looks at her and says, you know, but this is my mission. I have to be everywhere at every time. And then she proposes, could I be disguised? And he says, well, you could, but another option is that I actually call you when people want to meet you. And she said, I don't know. How do I know that they call me luxury and not someone else? And she said, well, I think I prefer to be disguised. And he says, well, but I can't protect you. You know, I'm a utility. I'm very pragmatic.
And this is not the end of the story. This is where the relationship between luxury and digital is today. And, you know, the most predictions are quite rosy. And I won't, you know, be negative. I won't predict a sort of a negative future, but I think it is in place, actually, to be a bit more analytical about this relationship and to look behind the most obvious. And this is what I'm going to do now. So, luxury, she realizes that she is a desire. And what is a desire? A desire is a series of projects. You can see it as a wild growing bush like this, or you can see it as staples. Once a desire is fulfilled, another desire takes its place, and there it goes on and on and on and on. The digital, on the other hand, is a process. You could see it as a curve. It's about yesterday, it's about today, and it is about tomorrow. So, let us just focus on desire and time. There are two conceptions of time. I know I'm being a little bit academic now, but this is my role, so bear with me. And if you want to ask questions, don't hesitate to actually post them in French, and I will try to answer in French as well. Anyway, there are two conceptions of time involved with desire. There is the conception that we age, so over time our desire takes on a new sort of role and a new phase. And then there is also the time we live in right now. And we have a short perspective, we have a long perspective, and we have a sustained perspective. And the closer the perspective, the shorter time we're talking about, the more material are our desires. And the further away in time, the more immaterial they are, the less defined they are. So I will introduce you to a concept which I call the must-haves, and that is the short term. I will come back to the must-haves and what I call the cultural logic. Oh, you are very quick up there. Can you go back? No, the next one. Okay, next one. Okay, that, yeah. And then you have the long term, and there I will talk about the authentic, and what I will also introduce the concept of the human logic. And then we come into the sustained, and I will here attach on the concept or the notion of wellness, also within the human logic. So, yes, we can take the next image, please. So let us return to the must-haves. You've all heard of the French sociologist Pierre Bourdieu, and he actually coined the concept of the cultural logic, and it is that you don't define yourself with the group to which you belong. You define yourself with the group where you want to belong. And the must-haves are the objects, are normally the material objects, could also be lifestyles, which this group, the group of your desire, actually has. So the must-haves lift you to the level, to the group where you want to belong. This is the cultural law. I won't go too deep into BMW because the time doesn't allow, but this is a very interesting example where a must-have lost its allure of being a must-have, because a must-have is about identification. And when the ultimate driving machine became too common, it lost its role as a must-have. It didn't identify you. And this is the cultural logic. And so what is human logic? The human logic is made up of our needs and desires. And all this happens within you without you being in control. It just is there. And it's totally against what you normally think, that you're a rational human being, because you're not very rational. And needs and desires.
probably most of you have heard about Maslow, and he made a hierarchy of needs and desires, and this has been very contested, and I agree, needs and desires have no hierarchy. So that is, they are a continuum, and we have a free flow. As human beings, we have a free flow between these different levels of needs and desires. And then I will, from here, I will continue with the human logic. I will bring you into perception. And because when we are confronted with material or immaterial objects, we perceive. And perceive, again, is something, you could please change the slide. Perception, again, is something which is totally out of our control. And there is a rational perception and there is an emotional perception. And now I will talk about the rational perception. Please change the slide. Thank you very much. And our rational perception, and this happens all the time, and this is quite important also when it comes to how luxury is perceived. The first thing that happens is that we associate. Secondly, we recognize. Thirdly, we understand. And when we are there, we take a decision unconsciously to reject or accept. And what is it what happens then? Now I will come into something which I think is very crucial, and that is the emotional part of perception. Because I have been to so many conferences, I've talked to so many students and also marketing professionals, and everyone talks about emotions as emotions. Emotions are not emotions. Emotions are a lot of different things. And the most important characteristic of emotions is actually that they have a different, sorry, they have a response which go deep, are more superficial, or they go deeper. So as you can see here, the first thing what happens when you are confronted with an object is actually an emotional reaction. And you know that. You get, your cheeks get red, you sweat, you want to run away, or you also make a buy that you perhaps shouldn't have done. This is the emotional reaction. The next phase is the feeling, and then you act, and then you are much deeper within, and you have actually created a relationship with the object. And the absolute deepest level of emotion is the affection, and this sustains. And which is very important for you to remember is that all these different levels of emotions could be positive, but they could also be negative. And if a negative affection is in place, it's very, very difficult to change. It's there and it will stay. So what happens then, when in this sort of more or less, I should also perhaps add that when you go in these different levels, emotional levels, the cognition, the more conscious part of your brain starts to work in parallel with the unconscious part of the brain. Well, when you are then there in this rejecting or accepting phase, you have some important dichotomies, and this is what actually makes you take a decision, and so you have at one end the plenty, the simulating, at the other the scarce, the authentic, and so on. And this is where you decide if your desire is a luxury or not. And now I will say something which I will repeat before I stop my little talk of today, is that I decide what is my luxury, you don't. I don't decide what is your luxury, you do. No one can decide for anyone else what is luxury. What I have just been talking about is the process which is going on within all the human beings, and which is the foundation of if we decide that something is luxury for us or not. So, luxury is a desire, but are all desires about luxury? As I have, you recognize this image, and I am coming back to it because
this is where we actually differentiate between what is luxury and what is just a desire. I propose, I have no sort of clinical proofs, but the must-haves is not necessarily about luxury. The must-haves sell very well on the digital because it has nothing to do with touch. You know, we have 5 senses, and the digital only actually gives you 1, perhaps 2, audition and vision. So the must-haves, part of the cultural logic, they are short-term, and I would propose that they are seldom luxury. And if you chase, you know, if you try to make your products into must-haves, you are in a race to always be in tune with the existing lifestyles, and that will be quite costly for you. If you come into the long term and the sustain, we are into the what I call the human logic. And this is again over time. And here we are talking about the authentic and the wellness. I'm coming from the world of design. And if you ask a designer, design luxury, he will look at you as an alien. He said, I can't design luxury. If you ask him, design timelessness, he will give you or she will give you the same response. I can't design timelessness. What the designer does is that the designer learns about the human logic. And he or she knows that everything which is going to sustain, everything which is going to be durable, has to be linked to the human logic. And the human logic goes back in time. Why the authentic? Because the authentic is something you feel comfortable with. You have through experience, through your lived experience, you know this is reliable. Wellness is, it's a way of survival. And it will always, for the human being, the most important thing is survival. So the human logic actually links the luxury to the timelessness. So what should, I'm now sort of trying to end up this, to conclude in some way or other. And there are 2 words I will give you to go. And this is that luxury means simplification. This is a very important sort of in the set of needs we have is to simplify, not to complicate. And an object of desire also becomes luxury when it is authentic. And that is when it is based on material and a well-executed craft. So where does this bring us? The digital actually is a guide to luxury, but the digital doesn't sell luxury. It sells expensive products. And that is proven that you can sell expensive products digitally. But it will always be a guide. And this is because you can't chase luxury. You will be in a race which you will lose. Because luxury, oops, come on. Yeah. Luxury is no longer experienced the same way. If you understand the human logic, you will be a forerunner, but you will always know that the human logic rules and that luxury will always change its face. Thank you very much. Thank you. Thank you. Ok. Très bien. Donc vous avez promis de vous réveiller ce matin, donc des premières keynotes en anglais. Tout de suite, ça remet dans la journée. Ça fait du bien. Alors, Christina, maybe in French this time or whenever you want. But what would you be it's something that we will ask to everybody. What will you? It's a very simple question. What would be your definition of luxury? My definition. Oh, you need the microphone again. It isn't. Yeah. Yeah. It's. I don't like these. Yeah. I like the wireless ones. My definition of luxury is that it is an individual definition. As I said, I
decide what is luxury for me, and you decide what is luxury for you. The important thing, the very important thing is here that you actually, you know, link to this human logic, and I mean, I can't explain it better than that, actually. Okay. That's good for me. Yeah, Good because enough. I think this is a trap. If you start to define luxury for other people, you will be in a race which you won't win. So you just have to decide if you are selling exclusive, expensive products, or if you are in the luxury lane. Okay. Ok. That's good. Alors, Good enough. Michel. Michel, Je te laisse. on va faire un tour comme ça pour lancer le débat et on va essayer de le lancer et de prendre de la hauteur. Mais je voudrais avoir pour chacun votre propre définition du luxe. Michel Gutten, vous avez écrit une page de l'histoire avec la marque Cartier et lorsqu'on s'est rencontrés, vous m'avez dit une chose qui m'a marqué, que j'ai noté. Vous m'avez dit qu'une marque de luxe ne meurt jamais. Elle peut s'endormir à un moment, on l'appelle dans ces cas-là la belle endormie. C'est votre propre définition du luxe ou comme Christina, votre définition, c'est de dire que chacun a sa propre définition, chacun a ses propres désirs, chacun a ses propres émotions. J'y reviendrai, mais d'abord, de quel luxe parle-t-on? Ça, c'est une première. Ça, c'est la première question. On parle du luxe du sambon, du festif, du loisir, de la liberté, de l'air pur. De quoi on parle? Aujourd'hui, on a mis dans un melting pot le luxe. Non, il y a les luxes. Il n'y a pas le luxe. Et chacun d'entre nous, comme vous le disiez, chacun d'entre nous le ressent par rapport à lui-même. Il y en a pour qui c'est ça, et il y en a pour qui c'est ci. Ça n'a aucun... Voilà. Mais il n'y a pas de définition. Mais je vais vous lire une définition qui n'est pas la mienne, mais qui pourrait être la mienne, qui a été écrit en 1932 par un homme qui s'appelait Polyribé. Polyribé était un génie de la création, c'était un homme de lettres, c'était un homme formidable, qui devait d'ailleurs épouser Coco Chanel. Il est mort. Et il écrivait en 1932 dans un bouquin qu'il a intitulé « Les industries du luxe sont en danger de mort » en 1932. Et sa définition du luxe était celle-ci. Luxe, besoin qui commence ou finit la nécessité, nécessaire des êtres de qualité, refus de la vulgarité, preuve de la personnalité, principe du choix. On pouvait aller un petit peu plus loin, mais c'est déjà pas mal. Voilà, c'est tout. Je vais m'arrêter là, on prendra ça tout à l'heure. Alors, merci Michel. On va prolonger ce débat, mais avant, Georges Lewy, tu veux poser la question? C'est toi? C'est moi qui dois poser la question dans c'est le script. Bon, Michel, et oui, donc moi j'ai été très intéressé quand j'ai vu votre participation parce que j'ai entendu parler de mythologie et de storytelling. Alors, est-ce que ça veut dire que le luxe, ça s'invente par une belle histoire ou finalement il a une ADN suffisante pour pas avoir besoin de cette mythologie? Non, il n'y a pas de luxe sans mythe. D'accord. Alors, c'est quoi un mythe? C'est une histoire d'abord que les gens croient vraie et qui leur permet de se situer. Alors, on peut prendre des marques, ou on peut prendre des non-marques, ce qui va permettre de donner la définition du luxe. On peut être Hermès ou on peut être Dior. On est sur deux marques de luxe qui sont quasiment en opposition binaire. Hein. C'est ce que Lévi-Strauss appelait les mythèmes, c'est-à-dire des oppositions fondamentales, un petit peu des atomes qui s'opposent. On peut être russe ou on peut être américain. On peut être Saint-Tropez ou on peut être Île-de-Ré. Hein. Et dans les deux cas, on part en vacances. Hein. Et dans les deux cas, on dépense des sous. Alors naturellement, dans ce qui a été présenté tout à l'heure, on voit bien que le luxe a un côté rare et inaccessible, ou en tout cas que l'on pense inaccessible pour soi, hein, au niveau individuel. C'est ce que vous avez développé et démontré. Et donc, lorsque l'on parle de cela, il faut voir que, alors naturellement, il y a un luxe, on va appeler ça gratuit,
hein, la nature. Mais cette nature, souvent, elle est refabriquée au niveau financier et on la retrouve sur des marques. Où globalement, on va rêver d'une nature au sommet du Mont Blanc ou à Courchevel ou ailleurs, dans un endroit où on va être seul, inaccessible. Et donc là, on va retrouver le côté marchand, le côté rare et inaccessible du luxe. Alors naturellement, pour des gens qui n'ont pas beaucoup de sous, je dirais certaines marques de parfums ou de cosmétiques qu'on ne trouve pas toujours comme des marques de luxe, pour eux, ça peut être des marques de luxe, puisqu'on est sur l'inaccessible. Alors, ce qui est intéressant, en effet, pour rejoindre votre question, c'est que lorsqu'on parle de mythe, c'est ce que ça veut dire, on parle de storytelling, on parle d'histoire. Autrement dit, une marque de luxe doit raconter une histoire, et une histoire de face à face. Hein, ce que j'appelle de fabrique de l'ennemi. Hein, c'est-à-dire que chaque marque raconte finalement quel combat elle mène, alors contre éventuellement d'autres marques ou contre des fléaux ressentis par finalement les consommateurs et la cible de consommateurs. Hein. Si on reprend Hermès et Dior, chacun va reconnaître que d'un côté, la marque elle est tristouille et puis de l'autre côté, elle est trop show-off, etc. Hein. On voit bien ces oppositions que l'on a entre Saint-Tropez et l'île de Ré, Dubaï, Abu Dhabi, on peut multiplier un petit peu la chose. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a un schéma, et c'est mon métier, de construction d'un storytelling extrêmement précis quand on parle de marque de luxe. Hein. Et donc, et c'est là où on rejoint la question sur le digital. Certes, le digital, a priori, est anti-luxe, puisque le luxe, c'est pour quelques-uns et c'est pour une petite cible. Et donc, le digital, sur Internet, on ne te demande pas ta carte d'identité pour aller voir tel ou tel site, et donc, c'est ouvert absolument à tout le monde. Mais la différence, c'est dans le storytelling qui est fait par telle ou telle marque sur le net, sur son blog, sur son site, sur la blogosphère au sens large du terme, et une autre marque en opposition, à la fois dans le style, dans les mots et dans les preuves qui sont apportées. Et ça, c'est un des points qui est essentiel, et j'ai écrit 2 bouquins sur la jeune génération, voilà, l'un qui s'appelle Les Nouveaux Bovary, qui est un essai, et l'autre un roman qui s'appelle Bovary 21, et en travaillant dessus, j'ai été voir une douzaine de catégories de produits pour voir ceux qui marchaient bien dans une catégorie, les sites qui marchaient bien et les marques qui vendaient bien et celles qui vendaient pas bien. Et en fait, la seule différence que j'ai trouvée, c'est que celles qui marchent bien ont un storytelling impeccable. D'abord, elles prennent de la place pour raconter leur histoire, leur philosophie, leurs valeurs, alors que celles qui ne marchent pas bien croient que c'est en mettant des éclatés, des prix barrés et d'en mettre de plus en plus que ça marchera mieux. C'est pas vrai du tout. Et c'est le premier point. Et puis le deuxième point, parce que tout consommateur, qu'il soit sur le net ou qu'il soit dans la vraie vie, il a besoin de s'identifier à ce que j'appelle un mythe, à une histoire et finalement à une cible à laquelle il s'identifie. Je veux dire quelque chose, si vous permettez. Pardon. On est très philosophique. Moi, je voudrais revenir au business. Moi, je ne fais que du business avec les marques. J'entends. Ouais. Mais je veux dire qu'on fait du business. On est tous dans des entreprises où on gère des entreprises et tout le monde fait du business. D'accord? Bon. Moi, je veux qu'on m'explique. J'ai une certaine explication, mais je la garde pour moi. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui des marques qui ont 150 ans, 250 ans ou 255 ans comme Vacheron Constantin ou autres, pourquoi ces marques sont toujours vivantes alors qu'on devrait mourir et qu'elles sont toujours en vogue et à la mode? D'où est-ce que ça vient? Alors bien sûr, l'histoire, mais il faut que l'histoire soit vraie. Parce que pour qu'elle soit crédible, il faut qu'elle soit juste et vraie. Et tout le monde, je dirais, dans les grandes marques
a fait ça. Ça ne veut pas dire que les jeunes marques ne peuvent pas avoir, je dirais, une histoire, et elles seront certainement peut-être là dans 150 ans. On est bien d'accord. Donc il y a des bornes à respecter, n'est-ce pas? Donc pour moi, ce qui est important, c'est le business, l'efficacité. Je pense que c'est un mot qu'on oublie toujours, c'est l'efficacité. Voilà. Il faut être efficace dans la compréhension de la marque, dans la création des produits qu'on fait, et dans la distribution et le plaisir que peut avoir le client, car je n'aime pas le mot consommateur, je considère que dans le luxe, il y a des clients, et il n'y a pas de consommateurs. Donc pour moi, c'est ça l'essentiel. Donc je comprends tout ça, le storytelling c'est bien, c'est un mot formidable, et effectivement, c'est juste. Maintenant, pourquoi est-ce que des produits marchent ou ne marchent pas? On ne sait pas. On ne le sait pas. Dans certaines marques connues, on a sorti des produits extraordinaires, à un moment donné, ils ne marchaient pas. Et à un autre moment, ils ont marché. On n'est pas dans le timing. Ouais. C'est pour ça que l'efficacité, à mon avis, et revenir au business, c'est quoi l'efficacité? essentiel. En une seconde, oui. un bout de réponse. Alors, je suis complètement d'accord avec vous, ça doit être vrai ou vraisemblable. Vrai ou vraisemblable. Et c'est sans doute ce qui nous sépare. Il faut bien qu'on ait également quelques oppositions. Et donc, parce que quelquefois les marques refont leur histoire un petit peu après coup, ou la réécrivent, mais en donnant des preuves, et elles rejoignent le vrai. C'est le premier point. Le deuxième point sur votre seconde question, il y a en effet une différence fondamentale entre marque et marketing. Le marketing sert en effet à développer des produits, à segmenter des marchés, et donc c'est extrêmement utile. Et la marque est au contraire une colonne vertébrale pour l'ensemble des produits. Donc sur une marque qui fonctionne très bien, vous pouvez avoir quelques produits qui ne fonctionnent pas parce qu'ils ne sont pas dans le marché. Alors, ils sont trop tôt, ils sont trop chers, ils ne sont pas assez chers. Enfin, peu importe. En tout cas, il y a un petit souci marketing, ce qui ne veut pas dire que la marque ne marche pas. Et à contrario, c'est la même chose. Vous avez des marques qui sont un peu branlantes et qui ont un ou deux produits qui marchent très bien. Well, I would like to comment on this because I think that it's a big problem today, and I generalize, because you have to do, but if you talk business, there is a tendency in business today to run after lifestyles, and I call that human ways of living. And if you run after lifestyles, which most companies do, you will always be behind, because once you have, tested your product and introduced it on the market, it's already gone. You will never win the race with human ways of living and lifestyles. You only win the race with human ways of being. If you go back, as I did in my presentation, if you go back to the authentic, and if you go back to how humans define their well-being, this is the way to always stay in the front and always be prepared not to run after lifestyles. And this is why some sort of products or some companies and some brands succeed and others don't. You can't succeed if you ride out lifestyle. Yes, you can, but you have cost a lot of money because you have to change all the time because the lifestyles are much, much faster than you are. Alors, on a une petite oubliée dans notre table ronde. Il faut qu'on répare cette injustice. Alors, tout de suite. Oui. Absolument. Anne, je vais te tutoyer parce qu'on se connaît tellement que j'ai du mal à faire semblant en fait. Anne, tu évolues dans le luxe depuis très longtemps, tu connais les codes du luxe et tu as créé ce site qui transmet aux étrangères, alors plutôt les femmes que les hommes, je crois, plutôt les femmes. Plutôt les femmes. Les codes à la française, à tout moment et dans tout lieu. Alors, comment arrives-tu à déterminer telle ou telle marque pour tel et tel lieu ou tel et tel moment? Est-ce que pour ça, tu fais référence à ta propre définition qu'est le luxe? Oui, alors j'avais justement envie de me placer maintenant du point de vue du consommateur, du client, du public. Aujourd'hui, il me semble que les marques s'adressent davantage à des publics qu'à des clients avec l'émergence des réseaux sociaux.
Vous parliez de fabrique de l'ennemi, j'avais plutôt envie de parler de fabrique des utopies, car aujourd'hui on est dans un véritable échange. Qu'est-ce qu'une marque de luxe peut apporter par rapport à d'autres marques ? Eh bien, pour moi, c'est évidemment la transparence. Les gens aujourd'hui veulent savoir ce qu'ils font, ce qu'ils achètent, pourquoi ils l'achètent. On est dans quelque chose de très instinctif. Il n'y a pas besoin de réfléchir, de faire des études approfondies. C'est quelque chose qui est win-win. On est sur une marque qui est esthète. Le public a envie de retrouver l'éthique, la conscience plutôt que la publicité. D'ailleurs, vous voyez, tous ceux qui font des réseaux sociaux remarquent bien ce qui marche ou ce qui ne marche pas. C'est fini, la publicité au sens propre du terme. On a envie d'avoir une valeur ajoutée. Quand on va chercher une information, c'est quoi l'émotion en plus, c'est quoi l'expérience en plus. On parlait aussi d'espace conversationnel. Oui, alors on reparle de l'expérience. Vous voyez bien que pour la plupart des marques de luxe aujourd'hui, le hashtag qui marche, c'est hashtag moment. On parle DC moment, de Moët moment. On est dans le moment, on est dans l'émotion, on est dans l'expérience. Et le digital, c'est devenu un médium de plus. Personne s'est posé la question lorsque la publicité est arrivée. Tiens, comment on va adapter notre message publicitaire à la télévision ? Le digital, ça intègre le luxe. Est-ce que c'est le luxe qui est rentré dans le digital ou est-ce que c'est le digital qui est rentré dans le luxe ? Les deux, me semble-t-il. Et on aboutit à une personnalisation à l'extrême. Une personnalisation du message, une personnalisation du service, une personnalisation du sur-mesure. Voilà, on parle, quelle que soit la marque, on parle à son public comme s'il était le seul, comme s'il était l'unique. Et si vous dérivez de ce message, vous perdez votre public. Alors, une petite question sur le temps. Moi, je pense que on parlait du luxe du temps, etc. Est-ce que les marques de luxe, pour vous quatre, c'est quelque chose qui résiste au temps, mais qui justement est certainement cette seule capacité qu'on garde encore de résister à cette mode qui change tous les jours, à cette obligation de, comme disait Christina tout de suite, de subir la loi, le diktat du moment, l'information du moment, la pression du moment, puisque tout se raccourcit aujourd'hui. Est-ce que le vrai enjeu des marques de luxe, c'est de rester ces marques intemporelles qui durent toujours ? C'est ça leur avantage par rapport au reste ? Mais c'est certainement ça qui les fait durer. C'est qu'au contraire, aujourd'hui, on est dans un monde qui va tellement vite, dans un monde qui bouge tellement plus vite que les marques de luxe rassurent parce qu'elles ont une histoire, parce qu'elles ont des valeurs, parce qu'on sait qu'elles sont là et qu'elles vont nous apporter quelque chose. Ouais. Michel Gutten, vous êtes d'accord ? Qu'est-ce que vous vouliez rajouter ? Je suis complètement d'accord. D'accord. Mais moi, je veux dire qu'on oublie le plaisir. Alors, on fait beaucoup. Tout ça, c'est très philosophique, mais on oublie le plaisir. Les gens achètent des trucs par plaisir. Bien sûr. Voilà, c'est tout. Ouais. Pour se faire plaisir. On va aborder quand même le digital. N'oublions pas notre... Non, mais... Michel. Après. Ah oui, mais on est contraint par le temps. Tout le monde me demande une définition du luxe. Moi, je vous demande une définition du digital. Voilà, comme ça. Ça a donné un vrai échange. Bon, là, on peut en parler. Comme ça, on va y arriver. Hein, voilà. Quand on me demande, je reviens après, quand on me demande une définition du luxe, je dis c'est comme l'amour. Quelqu'un ici peut définir l'amour ? Non. Eh ben, on ne peut pas définir le luxe. Voilà. Chacun donne son avis. Voilà. Donc pour moi, ce qui est le plus important, c'est le plaisir. Le plaisir. Dans mon institut, j'ai souvent l'occasion de dire, c'est la 25e promotion, ça fait 25 ans, nous sommes numéro 1 devant beaucoup d'écoles. Et je leur dis toujours, tant qu'il y aura des femmes, nous sommes assurés de faire du business. Et comme les hommes aussi maintenant veulent être beaux, élégants, etc., on est donc doublement assurés de faire du business. Voilà. Les gens ont besoin de se valoriser, ils ont besoin de se faire plaisir, ils ont besoin de beaucoup de choses. Et je crois que tous les aspects sociologiques, philosophiques sont très intéressants. Mais le vrai problème, c'est, je vois un truc, j'ai envie de le porter, j'ai envie de l'acheter, et je me sens bien avec. Et quand je me sens bien avec, je suis mieux, je suis plus à l'aise, je suis plus belle, femme, voilà, plus belle, plus élégante, voilà, plus désirable, parce que c'est comme ça.
et on n'en sortira pas. Et que vous soyez au Kosovo ou en Turquie, ou en Amérique ou en Italie, en France ou en Russie, c'est pareil. Jusqu'à maintenant, j'ai encore jamais vu une femme différente d'une autre. Elles sont Georges. Oui, Mais elles sont toutes uniques. Un mot sur le cycle de vie des marques, Ouais. des marques de luxe, puisque c'était la question qui était posée. En fait, les marques de luxe fonctionnent sur une logique générationnelle et on connaît la courbe de vie d'un produit, c'est-à-dire qu'un produit est lancé, on le fait progresser, il reste le plus longtemps possible et il retombe. Et en fait, une marque fonctionne un petit peu comme une coquille d'escargot, c'est-à-dire qu'elle naît, elle grandit, elle a une période qui est plus compliquée, elle rebondit, et de génération en génération, c'est ce que disait Monsieur Gluten, où globalement, deux siècles après, 150 ans après, avec... donc cette logique générationnelle oblige à se poser une question qui est la question de ce que j'appelle les 50 ans. C'est-à-dire toutes les 3 générations, et toutes celles que j'ai étudiées, toutes les 3 générations, sans qu'elles sachent pourquoi, il y a un truc qui leur tombe sur le coin de la figure. Tous les 50 ans, toutes les 3 générations, 50, 60 ans, hein, globalement. On le vivra que 2 fois. Ouais. Ah ouais, Ça nous absolument. Et donc, c'est assez intéressant. Alors, généralement, elles rebondissent très bien, hein, suite à la qualité de, je dirais, leurs produits, de l'histoire, de l'authentique dont vous parliez, qui est raconté. Mais il faut savoir qu'en particulier dans les marques de mode, les filles n'aiment pas naturellement avoir les produits des mères. Hein, et en particulier les marques des mères, et donc ça saute souvent des générations. elles C'est ce prennent que les j'appelle marques des grands-mères. le syndrome Courrèges, hein, où globalement très grand succès, insuccès chez les filles et retrouvailles chez les petites filles. Oui, mais ça, c'est valable pour la mode. Alors, Oui. on peut se poser la question, est-ce que la mode emploie du marketing de luxe ou est-ce que c'est du luxe? Intéressant. Oui, oui. C'est intéressant. Belle On peut question. en parler sur le parfum. Le parfum, ça vous fait rêver. Hein? Moi, je me vois, comme James Bond, dansant avec une magnifique jeune fille à Copacabana, je dirais, qui sent bon. Alors là, c'est formidable. Bon. Ouais. Mais si on ne transmet pas, je dirais, les robes ou les vêtements de mère en fille, on transmet les bijoux. Ouais. On transmet l'argenterie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a luxe et luxe. On ne peut pas mettre tout dans un melting pot. Alors, c'est très important. Sans vouloir vous couper, Michel, moi j'aimerais qu'on aborde le digital parce que effectivement ce couple mythique qui est en train de se former, est-ce qu'il est durable? Est-ce que alors je m'adresse à vous, Georges. Oui. Vous avez écrit les nouveaux Bovary et puis vous êtes arrêté sur cette nouvelle génération Facebook. On a vu qu'avec cette génération, ils avaient le pouvoir d'influencer le cours du monde et on l'a vu très clairement avec la révolution du jasmin. Est-ce que avec cette génération Facebook, cette génération 100% connectée et qui a un pouvoir d'influencer, le luxe se modifie? Alors, en fait, l'idée du luxe, et je rejoins le président Gutten dans son observation, l'idée du luxe ne se modifie pas. Hein, puisque on est sur de la rareté, sur de l'inaccessible, et donc je dirais qu'on a à petite dose, hein, quand on arrive à la voir. Et donc, à partir de ça, ça n'est pas modifié, mais ce qui est modifié, ça a été dit très clairement par Anne, c'est le fait qu'on passe du secret des grandes marques qui gardaient leur secret bien gardé derrière des ateliers à quelque chose qui est dans la transparence nécessaire, puisque cette génération a mis la transparence quasiment en valeur première. Hein. C'est une génération Wikileaks, etc. Et donc la transparence est complètement première. Et donc c'est là où il y a en effet une opposition entre les deux, mais qui peut être, comme je l'ai dit tout à l'heure, comblée par le fait de raconter l'histoire,
les secrets et de garder finalement quelques éléments, de dire qu'il y a encore quelques éléments secrets que l'on ne peut pas montrer, que l'on montrera jamais parce que ça fait partie de l'alchimie de la vie. Alors, deux questions pour Christina et Anne. Christina, Rapidement, say it in French because I'm lazy. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, les designers, à l'heure du big data, on va pouvoir segmenter, trouver les informations, voir ce qui se passe sur Internet. On a encore besoin des êtres humains pour juste rassembler l'information et on va leur délivrer, ou est-ce que finalement demain on n'en a plus besoin? C'est caricatural comme question, mais juste pour savoir comment vous voyez ça. Ah oui, bien sûr, avec le micro, with a microphone, please. Yeah. Bien sûr, les designers, ils font les recherches, c'est évident. Mais n'oubliez pas qu'être designer, c'est un métier intuitif. C'est très intuitif. C'est une des professions les plus intuitives. Et après, on peut rajouter, et là, bien évidemment, le digital, il aide, parce que là, tu as beaucoup de connaissances qui est très accessible. C'est pas une grande opération de savoir plus. Mais je veux rajouter quelque chose qui peut-être pas fait partie de votre question, mais retourner un peu vers le digital. Il y a aussi une opposition entre le digital et la durabilité. Parce que le digital, il augmente les vitesses. Et les vitesses est le grand ennemi de la durabilité. Et ça, on ne parle pas beaucoup. Et je crois que c'est très important aussi parce qu'aujourd'hui, les sociétés et les marques, ils sont jugés pour leur effort pour la durabilité. Parce que le monde, il ne peut pas dépenser comme il fait pour le moment. Et il y a déjà des sociétés en place qui jugent les sociétés au niveau de leur effort pour la durabilité. Et ça, c'est très important parce que ça peut détruire une marque très, très vite, justement sur Facebook et tous les autres social media, d'avoir une espèce d'une notification qu'ils ne font pas les efforts pour la durabilité. Là, on parle fashion, on ne parle pas luxe. Non, on parle de tous. On parle de tous. Alors, Michel, j'avais une question pour vous. Parce Comme que- le digital, vous êtes un peu... Non, mais moi, je suis pas. Moi, je trouve que de toute façon, avant le digital, on en faisait sans le savoir. Oui, Voilà. c'était de la vente C'est par comme Monsieur correspondance. Jourdain. Monsieur Jourdain, il faisait de la prose sans le savoir. Eh ben nous, on fait du digital. Maintenant, il y a un nom. Avant, il n'y en avait pas. C'est comme le marketing. Avant, on en faisait. Hein. Par exemple, si vous prenez Mitsukoshi, qui est le premier détaillant du monde, il avait un marketing extraordinaire. Mais on ne savait pas que c'était du marketing. Ça n'existait pas. Aujourd'hui, on appelle le digital. Alors, le digital, bon, alors c'est quoi exactement? On ne sait pas. Alors, est-ce que c'est la connaissance de la marque, je dirais, au plus grand nombre? Est-ce que c'est ce qu'il faut faire pour certaines marques? Est-ce que pour d'autres, c'est indispensable? Voilà, c'est très intéressant. Je veux dire, on ne peut pas mettre ça dans une espèce de globalité. C'est complètement différent. C'est chaque marque ou chaque maison, je dirais, avec sa philosophie, sa façon de voir les choses. Voilà. Et puis il y a la créativité. La créativité, vous parliez des designers tout à l'heure. Un designer, il ne fait pas seulement une étude pour savoir si les femmes veulent du rouge ou du bleu. Il crée. Il a envie et il crée. Et puis souvent, ce qu'il crée marche. Voilà. Anne, est-ce que vous pourriez vous faire votre métier aujourd'hui sans le digital? Ah non, absolument pas. D'accord. Absolument pas. On parlait d'île de Ré, de Saint-Tropez. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'effectivement, il y a une globalisation du luxe. Vous allez sur Rodeo Drive, c'est exactement la même chose que l'avenue Montaigne, que Madison Avenue, etc. Mais d'un autre côté, on a envie d'être reconnu en tant qu'individu, en tant que personne. Et aujourd'hui, le digital apporte ça, une vraie personnalisation, un vrai discours sur mesure qui vous est entièrement dédié. Donc non, en tant que communicante, non. Et qu'est-ce que vos clientes cherchent sur le luxe à la française? Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce luxe ou ces luxes, comme dit Michel Gutten?
Ah, ça, après, c'est une découverte plutôt culturelle. C'est pour donner des clés sur les us et coutumes. C'est autre chose. Mais vous qui voyez des étrangers ou des étrangères en l'occurrence, vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'on garde toujours, nous, Français, une espèce de prédominance sur le marché ou comme le disent un certain nombre de médias, ça commence à s'éclater un peu partout et vous sentez qu'on perd quelque chose? Non, il y a une vraie prédominance. Maintenant, c'est vrai qu'il y a l'émergence de marques étrangères, mais heureusement, non. Nous sommes dans le bassin du luxe. Ouais. Et quand elles vous citent leurs 2 ou 3 marques préférées, que ce soit du parfum, du vêtement, quelque chose, elles parlent de quoi? On est sur les 3 piliers, Hermès, Chanel, Dior. D'accord. Ça change pas. Un trio. Là encore, on parle toujours de la mode. Ouais. Vous avez remarqué qu'il y a eu un basculement complet du luxe vers la mode. Vous avez raison. Alors aujourd'hui, la mode, ça s'appelle plus mode. Oui, mais c'est vous-même qui avez introduit la notion de business. Donc, est-ce que le luxe, dans cette notion de business, ne devient pas la mode? C'est peut-être, voilà, vous, tout à l'heure, on était sur trop. la. Oui, mais c'est plutôt le produit cher. Les produits un peu Parce que si avec on a un une aire produit- d'exclusivité, c'est pas forcément la luxe. Oui, Georges. Oui, je pense que, en effet, je pense qu'il faut parler, non pas de cher ou pas cher, de création de valeur. Ouais. Et donc, et c'est là où le président Gutten a raison, il y a des niveaux de création de valeur, entre ce qu'il appelle le marketing du luxe et ce que j'appelle le mastige, le prestige de masse en quelque sorte, et le vrai luxe qui est dédié simplement à quelques-uns et pas plus. Mais dans chaque fois que l'on parle de luxe dans le domaine des marques, j'entends bien dans le domaine du business, dans le domaine des marques, c'est pour gagner plus de sous. C'est pour créer de la valeur. Et ça, il faut en être absolument conscient. Faire du business. Oui, enfin non. C'est ce que vous avez fait. Non, président, je suis pas d'accord. Président, Je suis pas d'accord parce que faire du business, BIC fait du business, mais n'est pas une marque de luxe. Non, mais et fait un très bon business. Dans le monde aujourd'hui, tout ce qui est commercial, c'est pour faire du business. D'accord. Y compris quand vous vendez des choses pour de la formation, pour faire plein de choses. De toute façon, on fait tous du business. Et vous vendez vos livres. Donc, de toute façon, on fait tous du business. Et mon conseil. Voilà. Donc, on fait tous du business. Voilà. Alors, moi, j'avais une question. Le tout, permettez. Tout, c'est de savoir à qui on s'adresse et comment on veut le faire. C'est pas la même chose. Voilà. Mais de toute façon, c'est comme ça. Aujourd'hui, on peut pas rester philosophique dans le monde où nous vivons. C'est pas possible. Alors, puisqu'on parle business, concrètement, comment vous avez réveillé, vous, la marque Cartier? Vous êtes revenu, vous avez réveillé cette marque sans digital, sans marketing, avec de l'intuition? Donnez-moi une journée. Voilà. Avec de l'intuition? La marque Cartier était éclatée. Voilà. Elle a été rachetée en 1972. Elle était éclatée en 4 parties. Et puis voilà. Et comment on est revenu? On s'est plongé dans les archives. On a été chercher, comme vous le disiez tout justement, on a été chercher ce qui se passait dans les archives. Toi, Anne, tu as travaillé là-dedans avec moi. Donc, on a été chercher et on a ressorti les éléments. On s'est inspiré de ces éléments-là pour faire des produits, bien sûr, qui existaient et qu'on a développés. Et puis, on a sorti Cartier du ghetto de la place Vendôme. Car avant, les rois, les reines, les maharajas venaient place Vendôme. Il y a toutes les photos, les stars, tout le monde. On allait place Vendôme. Et nous, on a décidé qu'on sortirait de la place Vendôme et qu'on irait chez les gens. C'est-à-dire aller au Japon, aller en Chine, aller dans les autres pays du monde. Et ça aussi, c'est important parce que l'internationalisation a été fondamentale. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est tout. Après, on est resté dans la ligne que nous avions fixée. Il n'y a aucune licence chez Cartier. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de licence. Voilà. On a fait un film dernièrement, c'est pas moi, puisque moi je ne suis plus aux commandes, mais il y a un film qui est sorti, vous l'avez peut-être vu, avec La Panthère, qui est absolument extraordinaire. Bon voilà, alors si c'est ça le digital, très bien. Mais ça fait quoi? Ça fait Cartier. Voilà. Donc on est parti dans cette idée-là, au fond, si vous voulez, et pour aller chercher des gens qui aimaient un produit, le bracelet 3 anneaux, la montre Tank. Ensuite on a créé d'autres choses, on a créé le look Santos, et puis on a créé
un certain nombre de choses. Donc il faut revenir à la création. Et je voudrais revenir à quelque chose tout à l'heure. On parlait tout à l'heure des marques, mais les produits font les marques. Il faut aussi se poser la question. Ce n'est pas simplement les marques qui font les produits. Par exemple, aujourd'hui, les icônes comme le sac Kelly, si vous prenez l'histoire du sac Kelly, ça n'a pas été créé comme ça. Le sac Kelly, c'est ni plus ni moins qu'un grand sac en cuir, je dirais, dans lequel on mettait les selles de cheval. On mettait les selles. Et puis Émile Hermès, lui, un jour, a demandé à ses collaborateurs, comme lui, il avait des dossiers et tout, il a dit, vous êtes gentil, moi je voudrais bien un truc, faites-le moi plus petit. Et il a fait le truc qui était plus petit, mais il existe depuis longtemps. Et puis un jour, ils ont sorti le sac que Grace Kelly a porté, et on l'a appelé le Kelly. Donc, vous voyez, il y a aussi des histoires, il n'y a pas que des philosophies fondamentales. Ouais. Il y a l'opportunité. Bon. Je voudrais dire une mot là, et c'est très important maintenant qu'on parle des quartiers, et il y a une grande différence de poser les questions aux clients. Est-ce que c'est la luxe, ou de dire aux clients, c'est la luxe. Ça, c'est les grandes différences. Je crois que ça, c'est aussi la réussite des quartiers. Ils n'ont pas dit, c'est luxe. Ils disent, est-ce que c'est luxe pour vous? Ils l'ont laissé pour les clients de décider. Pas d'arrogance. Alors, je voudrais de vous donner la parole. A priori, il n'y a pas eu de questions via Twitter, mais je peux vous passer le micro. Y aurait-il des questions? N'oubliez pas, hein, cette journée est la vôtre, donc n'hésitez pas. Le syndrome de la première est vaincu. Monsieur, et monsieur. Bon. Voilà. Je ne voudrais pas tomber. C'est avantageux. Alors, des grandes jambes, normalement, on va très vite vers les... Il en fait presque un complexe de cette taille. Mais complètement, je suis totalement complexe. Bonjour, Raphaël Benatar. J'accompagne justement des marques dans leur développement international. Et ce que l'on évoque, je fais partie aussi des générations aux cheveux blancs, donc je me mets aussi au digital. En fin de compte, on est en train de complexifier quelque chose qui est simple. Quand les marques ont commencé à rentrer dans leur réseau de distribution avec des vitrines et des boutiques, elles dévoilaient leurs secrets à tout le monde. Donc en fin de compte, on est sur un réseau de distribution qui est différent. Le but, c'est de nous raconter toujours des histoires pour nous faire rêver. Si on n'a pas d'histoire qui nous fait rêver, digital ou pas digital, moi j'achèterai mon costard ailleurs et j'ai besoin qu'on me raconte une histoire. Et donc que les marques continuent à investir dans la formation des gens pour que lorsqu'on rentre dans une boutique ou lorsqu'on est dans un réseau, on nous raconte une histoire qui nous fasse rêver. Le reste, c'est de la prose. Je suis assez d'accord. L'autre jour, je suis rentré dans une boutique de semi-luxe. Je me suis arrivé devant l'aventure, habillé très casual, comme disent les Anglais. On m'a dit, qu'est-ce que vous voulez? C'est vrai qu'au niveau de l'accueil, c'était un peu limite. Il y a un monsieur qui avait une autre question là-bas. Voilà. Le monsieur là qui est plus près de toi, a priori. Hein, si mes souvenirs de maths à l'école sont bons, normalement, là, tu es plus proche. Voilà, merci. Merci, bonjour. Je suis Lorenzo Pastrana. Je suis en train de développer une ligne de rasoir et j'ai entendu quelque chose qui m'intéressait dans les propos de Michel Gutten sur la notion de transmission et le fait qu'on transmet les bijoux. Aujourd'hui, le rasoir et en particulier les coupe-choux sont des objets qui sont faits pour durer et je rebondis aussi sur la notion de durabilité de l'objet. Comment on équilibre ça entre cette notion de transmission et l'opposition avec cette invention funeste de l'obsolescence programmée. Ouais. Voilà. Il y a dans le luxe une particularité, à mon avis, qu'elle réussit à vendre et à revendre et encore des choses qui sont faites néanmoins pour durer. Alors, j'en déduis que vous n'êtes pas en train de créer un rasoir jetable. Non, ce sont des coupe-choux. D'accord. Très bien. L'objet est très important. Il y avait donc une troisième question quelque part? Attendez, je vais me rapprocher de vous là. Ce serait quand même. Oui, mais il faut qui on veut prend répondre? On prend les trois questions. Oui, c'est comme les politiques, ils sont très forts. Prendre trois questions. Bonjour, Priscilla Beaulieu. Moi, je travaille dans les parfums Calou, donc pour les enfants. Et j'avais une question par rapport au digital et au luxe. Pour moi, on n'a pas parlé de la rareté, ou pas beaucoup.
En termes, quand on travaille dans les parfums, la diffusion est plutôt une diffusion entre guillemets massive, c'est-à-dire c'est prestigieux, mais c'est quand même très très ouvert. Et pour moi, le luxe, c'est quelque chose de rare. Donc voilà, je trouvais que cette notion-là n'avait peut-être pas été suffisamment exploitée. Une autre petite question pour vous en donner plus de matière. Le digital et le parfum, c'est compliqué aussi parce qu'on peut raconter des belles histoires. On en a dans l'univers des parfums, on a des très très belles histoires. Mais en matière d'olfaction, c'est très difficile de sentir son écran d'ordinateur ou de portable et on n'arrive pas à avoir cette sensation-là, comme dans les points de vente. Oui, un mot sur la dernière question. Georges, j'allais vous dire, avant j'allais vous donner la première question sur le rêve, mais allez-y. D'accord. Sur l'olfactif, vous pouvez résoudre ça en créant des liens avec des senteurs qui sont connus. Et que les gens ont vécu dans des pays, dans un champ, etc., où ils ont une véritable mémoire déjà olfactive qui existe. Et donc, c'est ces métaphores, ces comparaisons qui vous permettent de raconter cette histoire, si vous voulez, en parallèle. Alors, quant à rareté et inaccessible, c'est en effet la base, je crois que je l'ai dit, c'est la base du sentiment de luxe. Et quel que soit le niveau, que ce soit un marketing de luxe, comme disait le président, ou que ce soit du luxe absolument inaccessible. Alors Michel, sur la question qui est par hasard. Oui. C'est bien ça. Quand un produit est de qualité, il dure, il passe les générations. Ouais. Voilà, c'est tout. Voilà. Ça, c'est une bonne réponse. On oublie une seule chose dans le luxe, la qualité. Et c'est pour ça que je fais une petite différence avec la mode. La qualité, ça coûte pas cher. Sauf qu'il faut investir beaucoup. La qualité, c'est le service. La qualité, c'est les ourlets bien faits. La qualité, c'est quelque chose qu'on garde. Vous achetez une veste chez Chanel, vous la gardez à vie. Je ne citerai pas d'autres marques. Bon, donc, ce que je veux dire, c'est que l'élément qualitatif est un des éléments fondamentaux d'une marque ou d'une maison de luxe. Oui. Et ça, c'est pas à la portée de tout le monde. Mais je voudrais vous dire quelque chose, si vous voulez, juste un mot. Peut-être qu'on en aura fini après, je ne sais pas. Oui, on va conclure après. Je voudrais vous dire simplement, encore, je cite Paul Iribé. Et je voudrais vous dire ce qu'il disait en 1932. Prenez garde que vous ne défendrez le luxe qu'avec fierté. Vous ne défendrez pas le luxe en le vulgarisant. Vous ne défendrez pas le luxe en l'humiliant. Prenez garde qu'en vous abaissant à une telle lâcheté, sous prétexte qu'il faut vivre. Vous habituerez l'élite du monde à des satisfactions médiocres et vous perdrez du coup votre seule richesse en détruisant la seule clientèle soucieuse de perfection. Il était bien ce jeune homme. Un mot sur l'obsolescence programmée, qui est une belle question, en effet. Il appartient aux marques, alors je ne sais pas si ce sont des marques de luxe ou sont des marques de mastige, d'avoir en effet des produits que vous pouvez garantir à vie, et d'autres produits, et c'est là où on rejoint le marketing, qui seront moins garantis à vie. Et vous avez des niveaux, en effet, des catégories, des niveaux de valeur qui permettent de rêver au maximum. C'est ce que font certaines marques, c'est ce qu'a fait Cartier, ce qu'ont fait certaines marques comme Rolex. Vous avez des produits absolument garantis à vie et d'autres qui le sont un peu moins. Dans les produits garantis à vie, il faut faire attention parce que ou c'est garanti à vie pour le produit ou c'est garanti à vie pour la personne. On a donc eu des problèmes mondiaux à ce niveau-là. On est donc revenu en arrière. Parce qu'il y a des gens qui transmettaient le produit en disant qu'il est garanti à vie. Mais c'est la vie de la personne ou la vie du produit? C'est vrai que si Google nous promet... Je sais qu'on est en train de finir, mais je voudrais vous rappeler une chose que j'ai eue dans mon présentation et qu'on ne parle pas beaucoup, et ça c'est simplification. Ce n'est pas de simplicité, c'est de simplification.
Je crois qu'aussi il y a beaucoup d'erreurs qui en font parce qu'on complique les choses, on complique les produits, on complique les services. La simplification, c'est une des plus importantes caractéristiques de luxe. Ok. Alors, on va conclure. On va remercier Anne et Christina, Georges et Michel, qu'on va applaudir. Merci. Et vous citez en conclusion une petite phrase. Alors, j'ai aucune idée de la personne qui l'a prononcée, mais je sais qui me l'a reporté, qui était Thierry Marx, ce grand chef que vous connaissez, qui est un très bon copain, et qui me disait l'autre jour, finalement, le luxe, je lui demandais sa définition, parce qu'on l'avait invité à venir aujourd'hui, puis il n'était pas en France aujourd'hui. Il disait, écoute, moi j'ai une très belle définition que j'ai lue je ne sais plus où, qui est le luxe, c'est pas une insulte à la pauvreté, c'est une insulte à la médiocrité. Et je trouvais que c'était une très belle définition du luxe. Donc on va appeler notre deuxième table ronde.